Le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce week-end à Paris. Public Sénat sera comme chaque année présente pour ce grand rendez-vous des territoires français. Un événement qui se tient alors que l'inquiétude grandit chez les agriculteurs à l'approche d'une nouvelle réforme de la PAC, la politique agricole commune de l'Union européenne. Quentin Calmet est allé à la rencontre de ses producteurs et de représentants syndicaux. Reportage. Dans les Deux-Sèvres, cela fait 10 ans que Vincent Touzeau a repris les 125 hectares de l'exploitation agricole de son père. Ici, c'est un troupeau de vaches laitières, donc il y en a 50 dans le bâtiment. Donc ce sont des Holstein, une race qui a été sélectionnée pour produire du lait. Produire du lait, une gageure ces dernières années. Lorsqu'il s'est installé, cet agriculteur ne s'attendait pas à traverser de telles zones de turbulence. Car personne n'imaginait alors que les prix du lait pouvaient s'effondrer en quelques saisons. On a eu une ou deux premières années qui sont bien passées, et puis depuis, il y a quand même le prix du lait qui est trop bas, et puis les céréales aussi qui se sont effondrées depuis 1 ou 2 ans là. Donc on essaye de passer le cap, même si c'est quand même quelques sacrifices en termes de... Ça peut être de rémunération, ça peut être du décalage d'investissement, ça peut être plein de choses, et donc il faut quand même passer le cap et puis essayer de trouver des solutions au niveau de l'exploitation, et puis aussi compter sur des évolutions de la politique agricole après tout. C'est un reproche de la profession. En libéralisant les marchés, la politique agricole commune a fragilisé les exploitations. Les producteurs de lait sont ainsi devenus très vulnérables au cours du marché. La PAC actuelle aussi s'est complètement désengagée de la gestion des marchés. Et pour nous, c'est un problème qui se traduit aujourd'hui par la crise dans le lait, les prix bas au niveau des céréales, un certain nombre de cycles de prix bas que traversent d'autres productions, d'autres filières. Donc ça, c'est extrêmement important de le souligner, et qu'un des enjeux aussi de demain, c'est que la politique agricole se réapproprie aussi cette question de la gestion des marchés, de la gestion de crise. Ce sentiment de fragilité des exploitations, il est partagé à l'autre bout de la France. Ici, en Normandie, Arnold Puech d'Alissac élève des volailles et des vaches. La PAC représente 15% de ses revenus, soit environ 36 000 € versés par an. Une somme devenue indispensable dans la majorité des exploitations agricoles françaises. Sur le marché unique, l'agriculture est devenue ultra concurrentielle entre producteurs européens. Une obsession pour cet éleveur membre de la FNSEA. Gagner sa vie en vendant des produits moins chers qu'avant, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc il faut en produire de plus en plus. Avec la réforme prévue pour 2020, il s'inquiète d'une possible renationalisation de la PAC, avec des objectifs de production qui seraient fixés par la France et non au niveau européen. On a très peur d'une trop forte renationalisation. La politique, elle est agricole et commune, elle doit être partagée et la plus proche entre nous et nos collègues. Depuis plusieurs mois, un autre syndicat agricole planche également sur cette 6e réforme de la PAC. La Confédération paysanne prône une transition vers un autre modèle agricole, abandonnant le productivisme. Ce jour-là, ils sont une dizaine d'agriculteurs venus plancher au sein d'un groupe de travail. Ici, l'objectif est bien de bouleverser le modèle agricole actuel. Les besoins de la société française et européenne, c'est de préserver nos ressources naturelles, c'est de rémunérer les producteurs et surtout et d'abord de produire une alimentation saine en quantité suffisante. Jeunes agriculteurs, FNSEA, Confédération paysanne, chaque camp fourbit actuellement ses armes, l'occasion pour chacun de défendre sa vision du modèle agricole pour les générations à venir. Et pour prolonger ce sujet, nous retrouvons Tam Tranui en salle des conférences du Sénat avec Jean Bizet, le président Les Républicains de la Commission des Affaires européennes. Oui, Jean Bizet, on a entendu dans le reportage de Quentin Calmet les nombreuses inquiétudes de nombreux agriculteurs concernant la PAC, la politique agricole commune. Certains lui reprochent, je les cite, de s'être désengagé de la gestion des marchés, ce qui a mis certains agriculteurs dans une très grande situation de fragilité. On entend dans ce reportage les producteurs de lait, mais aussi par exemple les céréaliers. Il est vrai que nous ne sommes plus à l'époque, c'était dans le début des années 90, où la PAC était entre guillemets administrée. Cette époque est derrière nous, donc ça rend les agriculteurs extrêmement vulnérables parce qu'ils sont en prise directe
avec le marché qui est un marché désormais mondial. Ceci dit, si vous voulez, il y a quand même... changer la PAC face à cette situation? Sous cet angle-là, il faut changer la PAC. Moi, je le dis et je le réclame déjà depuis quelques années. Et je tiens à saluer le travail qu'a fait monsieur le commissaire Phil Hogan, qui n'est pas encore complètement abouti. Le travail qu'a fait également Michel Dantin au travers du règlement Omnibus, c'est-à-dire d'inverser en quelque sorte les règles en matière d'autorité de la concurrence. Et que les ententes en agriculture doivent devenir la règle. C'est la modification tout simplement de l'article 222 de l'Organisation commune de marché. C'est ce que font les États-Unis depuis les années 20 au travers du Cooper-Volster Act. La règle, si je puis dire, c'est que les agriculteurs puissent se regrouper jusqu'à la mise en marché, notamment à travers des organisations de producteurs, et d'avoir, ce faisant, un effet de levier vis-à-vis des intervenants, notamment du transformateur ou de la grande distribution. D'autres s'inquiètent également dans ce reportage d'une trop forte renationalisation de la PAC. Le risque, c'est de voir apparaître 27 politiques nationales agricoles différentes avec une distorsion de concurrence pour les agriculteurs qui dépendraient donc des aides de chacun des États. Écoutez, c'est une crainte que moi-même j'ai exprimée lors de notre dernière rencontre avec le commissaire Phil Hogan il y a une quinzaine de jours lorsque nous sommes passés à Bruxelles. Nous avons l'assurance qu'en la matière, il n'y aurait pas 27 politiques agricoles différentes. Par contre, une plus grande, je dirais, subsidiarité et l'attitude des États membres pour la mise en application, notamment des règles du deuxième pilier. Donc, je voudrais rassurer les éleveurs là-dessus. Par contre, ma plus grande crainte, elle est réelle, on le voit depuis 72 heures, c'est sur la baisse probable des crédits budgétaires de la PAC. Et il est bien évident que... les agriculteurs français sont très dépendants des crédits de la PAC aujourd'hui. Oui. Oui. Sur certaines filières, c'est jusqu'à 20%, si vous voulez. Il a dans le reportage un agriculteur avec 15% de ses revenus qui venaient de la PAC. Et effectivement. Or, c'est une activité, l'agriculture, je crois qu'il faut bien comprendre ça, qui est une activité hautement stratégique. Au moment où tous les États continents, parce que ce sont nos concurrents, les États continents, que soient les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil, augmentent leurs crédits alloués à l'agriculture. Et nous, l'Europe, nous faisons le chemin inverse. Il faut sanctuariser le budget de la PAC. Je ne suis pas, je dirais, naïf. Je sais très bien qu'il y a d'autres dépenses, à savoir le fait que la Grande-Bretagne nous quitte, c'est à peu près 13 milliards d'euros qu'il faut trouver. D'autres politiques en matière de sécurité, en matière de lutte contre le terrorisme, de protection des frontières. Il y a d'autres priorités, mais l'agriculture en est une. Ça fait à peu près 25 milliards, si vous voulez, qu'il faut trouver. Mais l'agriculture est une activité hautement stratégique. Et il faut la privilégier et la sanctuariser. C'est ça que vous demandez avec cette 6e réforme de la PAC, que l'on sanctuarise ces crédits avant tout? Est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Absolument. Non, parce que si vous voulez, quand on regarde la balance commerciale, si vous voulez, c'est quand même une activité qui est extrêmement, je dirais, profitable à la balance commerciale française et européenne en général. Ceci étant, si vous voulez, il y a également derrière tout cela toute la vitalité du monde rural. Et je l'ai dit et écrit, quand la désespérance commence, je dirais, à gagner dans nos campagnes, c'est tout simplement parce que les agriculteurs n'en peuvent plus. Merci beaucoup, Jean Bizet, pour votre réaction. Merci, Etam. Et pour continuer à évoquer ce sujet de l'agriculture, j'accueille sur le plateau Samuel Vandal, secrétaire général des jeunes agriculteurs. Il est interrogé par Saveria Rojek. C'est le face-à-face de Sénat 360. Bonjour Samuel Vandal. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors on va parler de votre rencontre jeudi prochain avec Emmanuel Macron. Peut-être tout d'abord une réaction au reportage et à l'interview qu'on vient de voir sur la réforme de la PAC. Je vous ai vu réagir pendant cette interview. Voilà, ce qu'explique le sujet, c'est que cette réforme est prévue donc pour 2020. Des objectifs de production qui seraient désormais fixés par la France et non plus par Bruxelles. Est-ce que ça vous inquiète? Mais aujourd'hui, renationaliser la PAC, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Aujourd'hui, la politique agricole commune, c'est bien une politique agricole qui est définie dans une Union européenne. Donc si jamais on renationalise la PAC, aujourd'hui, à quoi sert l'Europe? Très clairement, aujourd'hui, on a besoin d'avoir une politique
qui est accompagnée sur l'agriculture à l'échelle de l'Europe pour avoir une certaine cohérence au niveau des normes et au niveau des produits européens. Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit à un moment donné. Pourquoi une aide spécifique à l'agriculture? Le sénateur disait parce que c'est un secteur important qui pèse énormément. Stratégique. Mais j'ai envie de dire que si on a mis une politique agricole commune en place, c'est parce que ça concerne bien une situation des produits alimentaires, des denrées alimentaires. Et à l'origine de la PAC, c'était pour rééquilibrer et donc diminuer le prix de l'alimentation de base. Et pour que tout le monde puisse avoir une alimentation de qualité à disposition. Donc il ne faut pas détricoter ce qui a été fait, c'est ça? Non, il ne faut pas revenir en arrière. La PAC a besoin d'avoir un bon coup de balai, elle a besoin très clairement d'avoir un bon nettoyage, d'avoir quelque chose de plus ambitieux aujourd'hui, avec un budget aussi. Et ça a été dit, un budget ambitieux. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter d'avoir une baisse du budget de la PAC. On compte sur Emmanuel Macron pour aller se battre à l'Union européenne là-dessus. Alors justement, on va y venir. Vous serez reçus jeudi à l'Élysée, vous et plusieurs centaines d'agriculteurs. L'Élysée parle pour cette rencontre de la nouvelle génération agricole. Comment ça s'est passé? Comment a été lancée cette invitation? Écoutez, on a été au courant en même temps que les préfets, donc que le président de la République voulait... Voilà, ce sont les préfets qui ont été chargés de vous sélectionner. On a été au courant que c'était en discussion, grosso modo, d'avoir 1000 jeunes qui viennent à l'Élysée. Charge au préfet de trouver 10 jeunes par département, 50% de femmes, des jeunes qui seraient installés en 2017, moins de 35 ans. C'était assez précis, la commande. Après, bon, on verra qui sera là. Donc, on ne sait pas vraiment qui sera là. Ça sent un plan de communication très précis, quand même. Écoutez, ce que nous explique l'Élysée, c'est que ça s'inscrit dans un plan de communication où le président de la République ne prendra pas la parole publiquement au Salon de l'Agriculture, où il veut faire un certain nombre d'annonces sur l'avenir. On sera très attentif, on n'est pas totalement dupe, on sait que ça va se traduire dans son plan de communication, on attend des vraies réponses. Alors justement, vous attendez quoi précisément de cette rencontre avec Emmanuel Macron? Quel est le message que vous allez porter? Quelle est votre principale préoccupation aujourd'hui? Bon, déjà, je pense qu'on va l'écouter. C'est lui qui nous invite, qui invite tous ces jeunes-là, donc je pense qu'il va parler, à mon avis, au moins une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, sur les sujets fonciers, installation, PAC, filière, on sort aussi des EGA, et puis un sujet sur lequel nous on aimerait bien avoir un certain nombre de points et d'éclaircissements, c'est le Mercosur, ce sujet-là qui est un traité de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud, et sur lequel on va faire entrer dans l'Union européenne un certain nombre de produits qui ne respectent pas les normes européennes et françaises. Je crois également qu'au premier rang de l'inquiétude des agriculteurs aujourd'hui, c'est cette nouvelle carte des zones défavorisées. C'est une carte qui détermine l'attribution des aides européennes. Elle est aujourd'hui en train d'être refaite, d'être complètement réécrite, d'être mise à plat. Précisément, que risquent les exploitations qui sortiraient de cette carte? Est-ce qu'elles risquent réellement de disparaître? On voit qu'aujourd'hui, certaines exploitations, cette aide représente la moitié de leurs revenus. C'est énorme. Oui. En fait, si vous voulez, dans l'ancienne carte, les zones défavorisées, certaines communes ont été classées pour combler un handicap naturel qui est lié au terroir, qui est lié à la montagne, qui est lié aussi à des zones d'élevage. Aujourd'hui, cette carte-là a été refaite, alors on en est à la je ne sais trop combienième de version. Ces exploitations-là, oui, vont traverser quelque chose d'assez difficile. On va leur retirer une aide qu'ils avaient depuis longtemps. Le gouvernement devrait annoncer aussi et devrait travailler sur un certain nombre de points pour compenser cette perte d'aide-là. On va rester vigilant parce qu'il ne s'agit pas de dire attention les gars, on vous retire cette aide, on va travailler, on va compenser avec autre chose. Non, on veut de Le gouvernement, justement, Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, estime que ce sont 1400 communes, précisément 1400 communes qui sortiraient du dispositif des zones défavorisées. Mais il s'engage, vous l'avez dit, à ce que l'État accompagne les agriculteurs touchés. Selon le ministre, les pertes seront compensées, en tout cas, jusqu'en 2020. Voilà, ça vous fait rire. J'allais vous demander, est-ce que ça vous rassure quand on parle de compensation? Ça me rassure. C'est souvent ce qu'on emploie en politique. On dit, vous inquiétez pas, vous allez sortir, mais on va vous compenser. Non, aujourd'hui, nous, on a besoin de concret. Je le dis assez souvent. On a perdu... Donc très clairement, en fait, vous refusez que les communes soient déclassées, sortent de cette carte. C'est-à-dire qu'il faut trouver une issue à cette chose-là. Aujourd'hui, on demande encore du temps pour réexpertiser d'autres critères, pour réintégrer les critères qui en ont besoin. Aujourd'hui, c'est important de pousser
au bout l'expérimentation pour être sûr voilà, qu'on est bien dans le cadre des zones défavorisées et qu'on n'a oublié personne, qu'on essaye d'oublier personne. Maintenant, à côté de ça, on dit qu'on va être compensé. Moi, je veux bien, les promesses politiques, on en a depuis des années. Aujourd'hui, les agriculteurs qui sont sur le terrain n'y croient plus. Donc, on va juger sur les actes. Alors, la question de la rémunération des agriculteurs, c'est la mère des batailles. Est-ce que vous attendez également des engagements d'Emmanuel Macron sur cette question de la rémunération ? Bien sûr. On sort des États généraux de l'alimentation, un bel exercice démocratique où, en fait, tout le monde a été mis autour de la table. Vous y avez participé ? On y a participé activement sur tous les groupes, 18 groupes qui se sont réunis entre 3 et 4 fois suivant les groupes. Et des conclusions qui arrivent, qui sont plutôt bien tracées, entre autres sur le chantier, qui était la construction du prix. Voilà, quel prix à payer pour nos produits. Et donc renverser la tendance, se dire qu'aujourd'hui, on ne va plus se faire imposer le prix par l'industriel, par la grande distribution, mais qu'on va bien construire le prix, et c'est important pour vivre dignement de notre métier. On ne demande pas à survivre, on demande juste à gagner notre vie. Aujourd'hui, on est passionné, mais on veut en vivre. Justement, combien aujourd'hui d'agriculteurs en France produisent à perte ? Aujourd'hui, c'est compliqué à dire, mais un bon nombre. Vraiment beaucoup. Je vous dis très clairement, le salaire moyen l'an dernier était de 350 € par mois pour un agriculteur, toute filière confondue. Donc ça vous laisse le choix de dire qu'il y en a qui sont un peu plus et d'autres un peu moins, donc ils sont à perte. Voilà. Et très clairement, c'est aussi cette pression est renversée dans la table de négociation, la pression que les industriels exercent sur les agriculteurs. Aujourd'hui, il faut qu'on soit vraiment tous autour de la table. On a des produits d'exception qui sortent de nos exploitations, il faut les payer. Vous réclamez également des mesures fortes sur le désendettement. Alors le désendettement, c'est vrai que l'agriculture depuis plusieurs années traverse une crise sans précédent. Alors suivant les filières plus ou moins longues, on l'a vu avec le lait depuis 5 ans, les céréales aussi depuis 3-4 ans, la viande bovine. Donc aujourd'hui on a besoin d'avoir des mesures spécifiques adaptées à chaque exploitation. On ne pourra pas avoir un plan de masse, il faut que chaque exploitation puisse avoir une situation pour désendetter nos exploitations. Le gouvernement a présenté fin janvier un projet de loi sur l'alimentation, un texte qui est destiné à mieux rémunérer les producteurs et en particulier les accompagner dans leurs négociations avec les industriels et avec les distributeurs. Est-ce que ça vous paraît faisable ou alors c'est complètement illusoire selon vous ? Non, ce travail d'accompagnement du gouvernement? Moi, je pense que c'est faisable. On verra bien ce qui va ressortir de l'Assemblée nationale et du Sénat, vu que tout cela va forcément passer par des débats. J'espère tout simplement que le gouvernement, que les sénateurs, que les députés ne lâcheront rien face à une certaine pression de gens assez puissants. Et donc, qui je pense entre autres aux grandes distributions ou aux grands groupes industriels qui aujourd'hui ne publient pas forcément leurs comptes parce qu'ils n'ont pas envie ou ont une force de lobbying assez forte. Donc aujourd'hui, on espère et on n'acceptera pas. On n'acceptera pas que le gouvernement, nos politiques, nos parlementaires lâchent devant des lobbies tels que ceux-ci. Quel modèle agricole vous portez, vous défendez pour les générations à venir ? Écoutez, aujourd'hui, ce métier d'agriculteur, il marche, et vous l'avez dit, des fois à perte, sans salaire, parce qu'aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes qui la font, des familles, et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça, aujourd'hui, le modèle qu'on défend, un modèle de type d'agriculture familiale, avec un homme, une femme, à la tête d'une exploitation, qui prend les décisions, et qui est vraiment maître de son outil et de ses choix. Le 26 janvier dernier, en Auvergne, Emmanuel Macron a assuré que l'agriculture française, elle pouvait retrouver le printemps, ce sont les termes du chef de l'État, le printemps, en changeant de modèle pour privilégier la qualité et l'ouverture sur le monde. Il a également promis un plan d'investissement de 5 milliards d'euros. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette vision, dans ces mots, dans cette vision de l'agriculture qu'a le chef de l'État ? C'est-à-dire que dans son discours, il y a plein de belles ambitions, de bonnes intentions pour l'agriculture. Non, il y a aussi des annonces, un plan d'investissement de 5 milliards d'euros. Oui, il y a un plan d'investissement de 5 milliards. Il l'avait déjà annoncé à la prise de pouvoir, ce plan de 5 milliards. Quand il y avait eu le transfert de la PAC cet été sur le premier pilier au deuxième pilier, on avait dit on verra avec l'enveloppe des 5 milliards d'euros pour en remettre sur les filières qui ont été un peu plus impactées. Là, il y a les zones défavorisées. Je vois quand même bien arriver la sortie où on dit attendez, on va aller rechercher un peu d'argent dans les 5 milliards. Et puis en même temps, nous, sur les 5 milliards, il y a des choses sur lesquelles on aimerait bien aller. Sur la recherche, sur l'innovation, sur la génétique, voilà, toutes ces choses-là, aujourd'hui, on a besoin pour avancer et justement répondre à ce défi alimentaire, de se dire qu'aujourd'hui, on aura une alimentation encore meilleure.
Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. La politique agricole commune est l'un des fondements de la politique européenne. L'idée, portée depuis 1957, est simple. Les pays dotés d'un potentiel agricole important bénéficient de transferts nets de la part des pays européens qui ne peuvent subvenir à leurs besoins alimentaires. Il s'agit d'une mesure de solidarité, d'une mesure juste. Il convenait donc de le rappeler. Au cours de ces dernières décennies, et malgré les coups de boutoir répétés de certains pays non agricoles et des hautes autorités bruxelloises pour en finir avec la PAC, la France a toujours résisté. La défense des agriculteurs en Europe a toujours été une ligne rouge infranchissable. Il semble pourtant que le président de la République et votre gouvernement se préparent, pour la première fois dans l'histoire, à rompre avec cette fermeté et à accepter une baisse du budget de la PAC. Cela ouvrirait une ère nouvelle, celle de l'abandon de nos agriculteurs en Europe. Si cela était vrai, au-delà du principe contestable, le moment de cet abandon serait vraiment bien mal choisi. Alors que nos agriculteurs sont au bord de l'asphyxie, le département du Lot-et-Garonne, dont je suis issue, connaît hélas aussi ce désastre. Baisser le budget de la PAC de 10, 15, 30%, comme le proposent certains, constituerait une véritable trahison des agriculteurs français. Monsieur le ministre, une baisse du budget de la PAC est-elle envisagée? Si oui, le président de la République serait-il alors le premier président français à l'accepter? Très bien. Pour vous répondre, Monsieur Christophe Castaner, en charge des relations avec le Parlement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Christine Bonfanti-Dossat, personne au gouvernement, et je suis convaincu dans cette Assemblée, ne souhaite abandonner la PAC. Le ministre de l'Agriculture l'a d'ailleurs rappelé hier. Hier, lors du Conseil européen, Agri-Pêche à Bruxelles et lors de son entretien avec le commissaire Hogan en marge du Conseil, la PAC est et restera une de nos priorités. La France porte évidemment une vision ambitieuse de cette politique intégrée, dont je vous rappelle que c'est aussi la première politique européenne. Et il nous faut évidemment défendre une PAC ambitieuse, une PAC responsable, qui protège nos agriculteurs et qui libère nos entreprises agricoles pour transformer le système de production. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir une approche quantitative, il faut avoir une exigence qualitative sur ce sujet. Et pour la France, il faudra évidemment être offensif pour maintenir le budget de la politique agricole commune, indépendamment de l'impact du Brexit, et il faudra aussi obtenir une simplification de sa mise en œuvre professionnelle, parce qu'il en va à la fois de l'enjeu d'aménagement du territoire et de notre souveraineté alimentaire, et je sais qu'on va tous se retrouver sur ce sujet. Mais, Mesdames, Messieurs les sénateurs, je l'ai dit, il ne s'agit pas seulement de se contenter de sommes d'argent. Il faut aussi profiter de cette PAC pour qu'elle soit porteuse d'une ambition environnementale renforcée, qui permettra la rémunération des services environnementaux. Vous n'aimez pas? Attendez, vous n'aimez pas l'environnement? Non, parce que je suis assez surpris que vous n'acceptiez pas le rôle majeur du monde agricole en matière de préservation de l'environnement. Et il faut bien évidemment rémunérer l'engagement de nos agriculteurs sur ce sujet. Et je vous le dis, la France portera aussi cette ambition, cette exigence financière, mais cette ambition qualitative, à la fois pour les agriculteurs, mais aussi pour les Français. Le rapport Spinetta, remis jeudi dernier, a eu l'effet d'une bombe en préconisant tout à la fois. Abandon des lignes non rentables, soit 9000 km de rails, filialisation du fret, privatisation des 3 établissements constituant la SNCF, ouverture à la concurrence totalement libre pour le TGV, abandon du statut des cheminots, et j'en passe. Madame la ministre, vous l'avez dit, le statu quo n'est pas une option. Le rail doit se moderniser et se développer par l'investissement. Il a besoin de financements nouveaux, d'une vision renforcée de ses missions au service de l'aménagement du territoire et du droit à la mobilité pour répondre aux besoins croissants de la population et des nouveaux modes de vie et de déplacement. A l'inverse, ce rapport sonne comme une insulte à nos territoires ruraux périurbains. Car supprimer des lignes régionales, c'est détruire la cohésion et l'égalité territoriale.
La décision de fermeture de lignes par l'État est une ineptie, tout comme le transfert sur les compétences régionales. Les collectivités déjà asphyxiées ne pourront assumer des axes de transport essentiels et structurants pour nos concitoyens. Avec la parution de ce rapport, le modèle de la start-up nation, érigé comme modèle d'avenir par votre gouvernement, montre ses limites ou plutôt ses priorités, libéralisme décomplexé face à la solidarité des territoires ou encore aménagement européen face à l'aménagement national. La création de déserts ferroviaires va encourager les gens à utiliser le transport routier alors que l'argument écologique est avancé. Votre gouvernement souhaitait faire des transports du quotidien sa priorité absolue, qu'il commence par ne pas abandonner les transports en région en évitant la création d'un service public à 2 vitesses. Ma question sera simple, comptez-vous reprendre les préconisations de ce rapport qui condamne le service public ferroviaire et met au banc de nombreux habitants considérés dès lors comme des Français de seconde zone? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre chargée des Transports, Madame Elisabeth Borne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Cukierman, je voudrais vous confirmer que l'objectif du gouvernement, mon objectif, c'est d'améliorer la mobilité de tous les Français dans tous les territoires, en luttant contre les fractures territoriales, en luttant contre l'assignation à résidence. Et clairement, dans ce cadre, notre service public ferroviaire joue un rôle essentiel, avec plus de 11 000 trains qui circulent chaque jour, plus de 4 millions de voyageurs. Mais force est de constater que notre service public ferroviaire rencontre des graves difficultés, avec une qualité de service qui n'est pas au niveau attendu par les Français, avec des coûts qui ne cessent de croître, avec une dette qui augmente de 3 milliards d'euros par an. Et pourtant, nous n'avons jamais consacré autant d'argent au service public ferroviaire. 20% de plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et pourtant, je connais l'engagement des cheminots dans leur mission de service public au service des voyageurs. Et pourtant, tous nos concitoyens sont attachés au service public ferroviaire. C'est face à cette impasse, à ces contradictions, que le gouvernement a souhaité disposer d'un rapport posant une vision globale sur le secteur public ferroviaire. Ce rapport, il pose un constat sévère, mais malheureusement juste, sur les difficultés que rencontre notre système ferroviaire. Aujourd'hui, les propositions sont sur la table et avec le Premier ministre, nous avons engagé une concertation avec tous les acteurs et à l'issue de ces concertations, nous annoncerons la méthode et le calendrier. S'agissant des petites lignes, et je pense que ce terme n'est pas adapté car je sais que ce sont des lignes essentielles pour beaucoup de nos concitoyens, je le dis clairement, nous avons prévu d'investir 1,5 milliard d'euros dans les contrats de plan. Ces engagements ne seront pas remis en cause. Et ce n'est pas à Paris que se décidera l'avenir de ces lignes, mais dans les territoires, avec les régions, au plus près des besoins des voyageurs. Je vous remercie. Je souhaitais évoquer la crise migratoire à laquelle doit faire face l'Europe et notamment la France. C'est un sujet de préoccupation majeure qui cristallise les passions et les peurs. Dans plusieurs États européens, les questions de l'identité et du contrôle des frontières redeviennent centrales et font l'objet de toutes les instrumentalisations. Attisé par la crise migratoire, l'euroscepticisme gagne partout du terrain, et pas seulement en Europe centrale et orientale, ce qui, de mon point de vue, n'est pas une bonne chose. Nous connaissons les conditions de l'accord avec la Turquie, qui a certes sclérosé les flux de Méditerranée orientale, mais d'autres voies d'arrivée demeurent, et ils sont encore des centaines de milliers de migrants, notamment en Libye, vivant dans des conditions inhumaines, livrés aux trafiquants. Le président Macron, durant sa campagne et pour des raisons électorales, avait donné des gages à son camp sur les questions migratoires, semble opérer aujourd'hui un retour au réalisme en soutenant enfin clairement distinguer les cas des demandeurs d'asile de celui des migrants économiques. Pourtant, lors d'une récente rencontre à Bruxelles, j'ai entendu des officiels de haut niveau de la Commission m'expliquer que face à un phénomène historique auquel l'Union européenne ne pouvait se soustraire et par ailleurs totalement bénéfique pour combler une natalité européenne en berne, il était impératif de se montrer souple et d'accueillir le plus grand nombre. Dès lors, Madame la Ministre, que pèsera la position française face à cette vision irresponsable qui semble se dessiner à Bruxelles? Pour vous répondre,
La parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérard Collomb. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Alizard, la question que vous posez est évidemment une question qui porte sur un sujet grave. Lorsque nous regardons l'évolution des flux migratoires en Europe, nous nous apercevons qu'en Europe, en l'espace d'un an sur l'année 2017, ces flux migratoires ont été diminués de moitié. Mais que par contre, sur le territoire français, le nombre de demandes d'asile a augmenté de 17% pour atteindre 100 000 demandes d'asile. Que par ailleurs, nous avons empêché d'entrer sur le territoire 85 000 personnes. Alors oui, le sujet est important. C'est pour cela que demain, je présenterai au gouvernement un projet de loi sur l'asile et l'immigration. La ligne est claire. À la fois être capable d'accueillir celles et ceux qui peuvent bénéficier de l'asile parce qu'ils sont victimes sur leur territoire, dans leur pays, pour des raisons ethniques, religieuses ou politiques de persécution, en même temps être capable de leur donner un avenir dans notre pays, de ne pas les laisser se marginaliser, et c'est tout l'objet du rapport Taché, en même temps être capable de montrer une certaine fermeté. Pour vous donner quelques éléments d'analyse, si l'on compare les chiffres d'éloignement qui ont été réalisés en janvier de cette année par rapport à janvier de l'année dernière, nous avons augmenté les éloignements de 22%. Nous voulons nous aligner sur le droit de nos amis allemands ou de nos amis des Pays-Bas ou de l'Italie, de manière à avoir un système européen d'asile le plus commun possible. On ouvre maintenant le dossier sur l'asile et l'immigration après la présentation en Conseil des ministres du projet de loi. Mais avant d'en débattre avec mes invités, direction l'un des points frontaliers les plus surveillés de France. Dans les Alpes-Maritimes, à Menton, les frontières sont de facto réinstallées. Trains, mais aussi routes et cols de montagne sont contrôlés par les forces de l'ordre. Des sénateurs Les Républicains ont voulu voir sur le terrain comment cette mission était assurée. Un reportage de Fabien Recker. L'incident remonte à vendredi soir. À bord de cette voiture, 2 passeurs et 5 migrants ont tenté le passage du poste frontière de Menton. Les passeurs tunisiens ont été écroués, les migrants remis aux autorités italiennes. Comme le seront la trentaine de personnes arrêtées dans la nuit, des Érythréens, des Soudanais et des Maliens. Après quelques heures de rétention dans ces préfabriqués, ils font le trajet en sens inverse. Ce qu'on vous propose, voilà, c'est d'aller à la gare de Menton-Garant pour assister au contrôle d'un train. Je vais dire bonjour. Une routine que le vice-président de la commission des lois du Sénat est venu observer avant les débats sur le projet de loi immigration. La gare de Menton-Garavant est le premier arrêt en territoire français depuis l'Italie. C'est un point de passage autorisé. Donc les personnes interpellées sur ce point font l'objet de procédures de non-admission. À Menton-Garavant, les arrêts sont systématiques. Chaque train est contrôlé par la police aux frontières. 48 000 personnes en situation irrégulière ont été interpellées dans les Alpes-Maritimes l'an dernier. Et la tendance en ce début d'année n'est pas à la baisse. Donc, la première nationalité en 2017, ce sont les Soudanais. Mais avec une recrudescence depuis quelques mois de ressortissants de pays d'Afrique francophone. On sent bien que c'est l'Afrique subsaharienne qui arrive par l'Italie, qui veut rentrer sur le territoire national, après pour aller soit à Calais, parce qu'ils visent l'Angleterre, soit ailleurs. En tous les cas, c'est le travail de tous les jours et évidemment, c'est un volume important, c'est beaucoup de monde. Et ça mobilise énormément nos forces, et notamment la police de l'air et des frontières. Depuis 2014, les services de la police aux frontières, de Sentinelle et de la gendarmerie sont coordonnés au niveau départemental, soit près de 900 fonctionnaires. Au barrage filtrant de Fanguetto, policiers et gendarmes se partagent la surveillance à quelques centaines de mètres de l'ancien poste frontière. Monsieur le directeur. Capitaine. C'est un verrou stratégique de l'entrée de l'Italie vers la France. Donc là, on est en France, j'ai vu le panneau, là on a fait le contour pour venir. Incursion en Italie. La route est longée par une voie ferrée, régulièrement empruntée par les migrants. Voilà. Il fait quelle longueur ce tunnel? 860 mètres. Ici, la surveillance est automatisée.
Il y a 3 détecteurs que nous pouvons retrouver à la fin du tunnel italien, à l'entrée du tunnel français, et un dernier détecteur qui est au niveau de l'entrée d'un GR permettant de partir dans la montagne. En moyenne, seulement 2 interpellations ont lieu chaque semaine dans ce tunnel. Mais pour les fonctionnaires, il est essentiel d'occuper le terrain afin de ne pas créer d'appel d'air. Tout va bien parce que les moyens ont été mis en place et singulièrement, il n'existait pas ce niveau de moyens au moment de la crise de 2015, même en 2016. Donc les moyens qui ont été mis en place sont finalement assez récents et c'est pour ça que tout va bien. Ce qui démontre à l'évidence qu'il faut continuer l'effort, maintenir l'effort et ne pas s'endormir. En décembre dernier, pourtant, 11 policiers s'étaient mis en arrêt maladie pour protester contre les cadences de travail à la frontière. Des cadences qui ne découragent pas pour autant les migrants de tenter le passage depuis l'Italie. Le projet de loi Asile et Immigration présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, c'est l'objet de notre premier débat de Sénat 360. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice LR du Val d'Oise. Esther Benbassa, sénatrice écologiste de Paris. Frédéric Marchand, sénateur La République En Marche du Nord. Et enfin, Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste représentant les Français de l'étranger. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Le gouvernement vante un texte équilibré, mieux accueillir mais aussi raccourcir les délais avant les reconduites à la frontière. Un texte qui divise même dans la majorité. Frédéric Marchand, pour vous, vous êtes un élu La République En Marche. Est-ce que l'objectif d'équilibre est atteint ? L'objectif d'équilibre, il passe aussi par une situation qui aujourd'hui ne fonctionne pas et par la question qu'on doit se poser, comment fait-on pour faire en sorte que la promesse républicaine fonctionne ? Et dans le texte qui est proposé, qui va passer maintenant à l'Assemblée nationale, qui a été source de débat, qui a été source de rencontres, de confrontations, et c'est bien normal en démocratie, je pense que le processus législatif qui va se mettre en place va permettre aux uns et aux autres de s'exprimer. Mais moi, j'y vois à la fois une part d'humanité avec notamment les apports d'Aurélien Taché dans le cadre de son rapport, car la question aussi qu'il faut se poser, c'est la question de l'accueil. La question de l'accueil sur laquelle, soyons clairs, nous ne sommes pas bons. Ça n'est pas normal en effet qu'il n'y ait que 200 heures de français et qu'il faille attendre autant de temps pour commencer à apprendre à parler français. Comment fait-on aussi pour s'intéresser à celles et ceux qui ont fait le choix ? Parfois, et même le plus souvent, ils n'avaient pas d'autre choix que de venir chez nous, mais comment fait-on pour les accueillir le mieux possible ? Après, effectivement, il y a des faits objectifs qui nous sont opposés. Je pense qu'il faut vraiment qu'on regarde dans le détail cette situation. Jean-Yves Lecomte, un des objectifs du texte, c'est raccourcir le délai d'examen des demandes d'asile. Est-ce qu'au moins ce constat, il est partagé ? C'est trop long, on laisse dans l'incertitude trop longtemps les demandeurs d'asile ? Il est partagé, oui, il faut réduire, mais ça a déjà été fait. Et c'est d'ailleurs ce que le Conseil d'État a indiqué lorsqu'il a dû, avant le dépôt du texte en Conseil des ministres, dire les choses ont déjà été faites. Aujourd'hui, l'OFPRA a plus que divisé par 2 au cours des dernières années, et il travaille à moins de 6 mois aujourd'hui. Le sujet n'est pas là. Le sujet, il est dans la question des moyens. Vous avez montré tout à l'heure ce qui se passe à la frontière italienne. Il aurait été intéressant de voir comment fonctionne le CRA de Nice, que j'ai visité il y a 2 semaines. Dans quelles conditions les policiers travaillent ? Comment voulez-vous qu'avec les fonctionnaires de police qui travaillent dans le CRA dans des conditions terribles, le centre de rétention. Le centre de rétention. Je suis allé les voir à 9h le soir. Les fonctionnaires de police qui travaillaient à 9h le soir, c'était ceux qui avaient commencé à 6h le matin. Comment voulez-vous que les choses fonctionnent correctement ? Mais en ce qui concerne les délais, le point le plus sensible, celui que nous n'avons pas réussi à régler lors de la loi de 2015 et qui est particulièrement douloureux, c'est le point de l'accès au dépôt de la demande d'asile, qui est aujourd'hui parfois de plusieurs mois avant de pouvoir entrer en préfecture. 35 jours en moyenne et parfois plusieurs mois. Et aujourd'hui, on rencontre dans les centres de rétention des gens qui n'ont pas encore pu demander l'asile. Et c'est ça qui pose aujourd'hui problème. Et le texte ne résout rien de ce côté-là. On met un certain nombre de moyens pour reconduire les gens à la frontière. Ça va coûter des centaines de milliers d'euros. On fait des choses comme le raccourcissement en prétendant qu'en allongeant les délais de rétention, on va être efficace. Non, on ne va pas être efficace. Les éloignements, ils se font dans les 15 premiers jours. Après, il n'y en a plus. Doubler le temps de rétention, c'est simplement de l'affichage, du travail en plus et de l'efficacité en moins. Et le texte, finalement, le rapport d'Aurélien Taché, il a plein de bonnes propositions. Sauf que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas le rapport avec des propositions pour plus tard, c'est le projet de loi d'aujourd'hui. Et le projet de loi d'aujourd'hui, finalement, le rapport d'Aurélien Taché qui est Taché qui est donné le même jour, il est simplement là pour cacher
le fait que le projet de loi n'est pas équilibré. C'est juste finalement une communication vis-à-vis des électeurs de droite et d'extrême droite en disant « Regardez, le gouvernement vous écoute ». Jacqueline Eustache-Brinio, pour les Républicains, on sait, il y a eu un texte là où les mesures sénatoriales de droite ont été reprises par le gouvernement récemment. Est-ce qu'il peut y avoir un accord avec la majorité En Marche sur ce sujet? Moi, je voudrais revenir sur le fond. Ce matin, j'entendais sur une radio que 80% des Français approuvaient une loi qui posait les problématiques de l'immigration. Je pense qu'ils vont être déçus, ces 80% de Français. Parce qu'ils attendent quoi? Ils attendent que le président tienne ses promesses quand il a dit qu'il fallait effectivement régler les problèmes qui existent dans ce pays depuis 30 ans sur l'immigration en général. Ce texte, il règle en rien ces problèmes-là. On nous oriente sur l'asile exclusivement. Mais l'asile, personne ne remet en cause le droit d'asile, le fait de protéger un certain nombre de citoyens du monde qui sont menacés dans le pays. Donc on veut absolument nous orienter vers l'asile et l'intégration liée à l'asile. Mais c'est pas ça le problème aujourd'hui. Le problème, c'est l'immigration en général. Le président Macron, il a, en septembre, dit au préfet qu'il va y avoir une grande loi sur la refondation de l'immigration. Il n'y a rien dans ce texte qui pose cela. Vous nous parliez tout à l'heure des propositions du député En Marche sur comment mieux intégrer. Enfin, je voudrais juste rappeler que c'est 600 millions d'euros, ces propositions. Donc, je pense qu'on va aller les chercher. Mais aujourd'hui, le problème qu'il faut honnêtement poser, c'est que via l'asile, on absorbe une immigration économique. Il y a tous les ans 54 000 personnes en gros qui sont déboutées du droit d'asile. Ce qui veut bien dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent, qui demandent l'asile et qui ne retournent pas l'asile. Donc dans ce texte, il n'y a rien, mais absolument rien, qui pose cette problématique de fond, qui est un problème qui n'est pas d'hier, mais que le président a promis de régler. Donc aujourd'hui, les Français vont bien être déçus quand ils vont voir qu'il n'y a rien qui règle globalement la problématique de la régularisation des flux migratoires. Il n'y a rien de cela. 54 000 déboutés du droit d'asile, avec en plus, tous les ans, des obligations à quitter le territoire qui sont prononcées, 92 000 en 2016, 16 000 effectuées. Donc, en gros, 18%. C'est-à-dire qu'il y a 18% des personnes qui devraient quitter le territoire qui repartent. Parce qu'il y a des problèmes de fond, parce qu'il y a des problèmes de laissez-passer consulaires qui ne sont pas donnés avec des pays qu'on ne pose absolument pas dans ce texte. Donc, ce texte, pour moi, c'est rien. Aujourd'hui, mieux intégrer ceux qui sont amenés à rester là, pas de problème, c'est une politique qui existe depuis toujours. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de flux migratoires que la France ne peut pas gérer, que la France ne peut pas régler, et dans ce texte, il n'y a rien qui va régler ce problème. On entend absolument bien que pour vous, ce texte ne va pas assez loin. Esther Benbassa, pour vous, il va trop loin, ce texte? D'abord, moi, je trouve que ce texte est indigne de l'histoire de la France contemporaine et que probablement ça va nourrir les pages noires dans l'avenir, n'est-ce pas, de notre histoire, et que nous exposons aujourd'hui les bons côtés. Alors on va raccourcir les délais. Écoutez, pour raccourcir les délais, il faut prendre d'autres mesures. Et les mesures prises, c'est de la cosmétique. Il faut regarder surtout tout le répressif dans ce texte. D'abord, le recours, les personnes qui font le recours, les personnes déboutées qui font recours. Maintenant, il n'y aura pas d'effet suspensif, à savoir qu'on pourra expulser ces personnes. Et entre-temps, ils pourraient avoir leur demande d'asile. Alors, vous voyez un peu, c'est quand même assez problématique, sans compter aussi que on va, enfin, comme mon collègue l'a dit, on va augmenter la durée de rétention et c'est quand même, ce sont des gens qu'on va priver de liberté. On le dit comme ça, tous tranquillement. Ils vont rester 90 jours, parfois certains 135. Bon, pas de problème. Vous
Vous savez, la France a connu dans le passé, avec les réfugiés espagnols, 460 000 qui arrivent en 1939, et les 240 000, on les met dans des centres de rétention qui étaient Rivesaltes, etc. On peut citer, il y a de nombreux exemples. Madame, je ne suis pas intervenue, vous me laissez parler. Oui, merci. Je vous laisse parler. Il y a aussi dans ce texte, il faut l'indiquer, la garde à vue pour étrangers qui passe de 16 heures à 24 heures, que le franchissement illégal des frontières sera puni d'un an de prison et de 3 750 € d'amende. Et on peut faire toute la série. Alors moi, j'ai vu ce reportage, excusez-moi, et le Public Sénat était venu avec nous lors de notre visite il y a quelques mois. On va dire que tout va bien pour qui? Tout va bien pour qui? Pour le personnel s'était mis en grève il n'y a pas longtemps. Ça ne va pas du tout pour les réfugiés. Nous avons signé une convention, la Convention de Genève, qui oblige les pays accueillants à avoir un mode d'accueil, disons, digne de ce nom. Nous n'en sommes pas là. Nous sommes en train de faire des calculs et on fait de la politique, c'est tout. Ce n'est pas du tout. C'est des postures tachées pour que on puisse intégrer. Je reviens au rapport de M. Taché. Pour qu'on puisse intégrer, il ne faut pas qu'on expulse. Alors ça fait rire, quoi. On va intégrer. On va revenir sur les différentes mesures du projet de loi, mais on va écouter tout de même Gérard Collomb qui, lui, a défendu l'objectif du texte. C'était juste après le Conseil des ministres. C'est une loi qui est équilibrée, qui s'aligne surtout sur le droit européen et est totalement nécessaire qu'entre les pays comme l'Allemagne, comme la France, l'Italie, les Pays-Bas ou bien la Suède, nous ayons le même type de procédure. Parce que autrement, si vous n'avez pas le même type de procédure, évidemment, on regarde où la procédure est la plus facile pour pouvoir obtenir le droit d'asile. Et donc, à ce moment-là, c'est chez vous que tout le monde se dirige. Frédéric Marchand, on l'a entendu, Gérard Collomb, il défend un texte équilibré, mais il y a le Conseil d'État qui dit la France n'avait pas besoin d'un nouveau projet de loi 2 ans avant le précédent. Il y a la contrôleure générale des lieux de privation de liberté qui parle de vives inquiétudes. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, il a déjà dit tout le mal qu'il pensait de la politique de la France en la matière. Est-ce que toutes ces critiques, vous les entendez? J'entends les critiques, mais on part du postulat qu'il y a un président de la République aujourd'hui qui s'appelle Emmanuel Macron, qui avait fait des propositions dans le cadre de sa campagne électorale, qui a aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui est en charge de cette problématique, que le sujet est posé sur la table. Et je pense que le sujet est suffisamment important pour qu'on puisse éviter certaines comparaisons qui, moi, à mon niveau, je n'ai pas connu la situation vécue par les Espagnols en 1939, mais comme beaucoup, j'ai lu des livres d'histoire et je ne suis pas sûr que faire des comparaisons et des raccourcis par trop systématiques rendent service à la cause qu'on veut défendre. J'ai été maire d'une commune... disait que c'est de l'éthique, sans doute. J'ai été maire d'une commune de 18 000 habitants dans laquelle a été posée, j'ai été exposé personnellement à la problématique des Roms, qui est en matière aussi de questions aux migrants. Et là aussi, j'ai entendu... Les Roms sont des Européens. Oui, madame, sans doute des Européens, mais ce sont aussi des personnes qui sont parfois, qui fuient leur pays d'origine parce qu'elles sont mal vues et qu'elles ont des difficultés pour rester et qu'elles sont parfois privées de certaines libertés. Et je peux vous dire que j'ai entendu aussi certaines comparaisons qui m'ont fait bondir. Donc je ne suis pas sûr que celle-là, au bout du bout, rende service. Mais pour revenir sur ce que vous dites, le problème est posé sur la table et on va enfin ouvrir un véritable débat. Et je pense que ce véritable débat, il répond à une situation qui existe aujourd'hui et devant laquelle on ne peut pas fermer les yeux. Et je suis très attentif à ce que dit Gérard Collomb en termes de situation européenne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a dans nos pays voisins, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, qui en matière de délai de rétention, qui a sans doute reçu 1 million de réfugiés, mais aujourd'hui l'Allemagne est sur des délais de rétention administrative de 180 jours. Donc l'Allemagne est aussi sur des délais d'examen des situations qui ont été raccourcis. Donc je pense qu'il faut que nous ayons cette réflexion collective. Je le dis, je le répète, le sujet va arriver à l'Assemblée nationale et donc le sujet va être l'objet de discussion. Il arrivera ensuite au Sénat et la représentation nationale fera son travail. L'objet de discussion, il y aura aussi des contre-propositions. À l'instant, les Républicains ont tenu un point de presse et ont présenté leurs contre-propositions sur le projet de loi. Je vous propose de les écouter. Nous, associations sur le terrain... Nous considérons, comme le groupe de l'Assemblée, que ce texte
est incantatoire, n'apporte rien à part des mesures prétendues, si on y met les moyens, de raccourcissement des délais, notamment sur les recours, mais dans la réalité des faits, ça ne change pas la politique du droit d'asile, ça ne change pas la définition des pays sûrs, ça ne change pas du tout la définition de la politique migratoire que notre pays est supposé permettre. Jacqueline Eustache-Brinio, on vient d'entendre Roger Carucci, oui, votre j'ai fait collègue. partie de ce groupe de travail avec Roger. Bah oui, parce que on peut partir d'un principe que nous sommes citoyens du monde et qu'on peut aller où on veut, quand on veut. Bon voilà, on peut partir de ce principe, sauf que c'est pas la règle aujourd'hui et que s'il y a un vrai problème de flux migratoire, il faut le poser. Aujourd'hui, dans ce texte, il n'y a rien qui peut aujourd'hui faire en sorte que l'asile politique, et je le redis clairement, est un moyen détourné par ceux qui veulent faire cette migration économique. C'est la attendez, je veux non mais regardez l'explosion des demandeurs d'asile où on est arrivé en 2016 à 100 000 demandeurs d'asile alors que j'ai le chiffre exactement en 2015 on était à 80 et il y a bien longtemps avant on n'était pas dans ces chiffres-là. On a une explosion des demandeurs d'asile puisque c'est aujourd'hui un moyen détourné de cautionner ou non la politique économique migratoire. Moi, je termine, je finis. Non, mais monsieur, madame, vous pouvez penser que nous sommes tous citoyens du monde. Moi, je dis que la France ne peut pas gérer ça. Donc, dans ce texte sur l'asile, moi, j'ai rien contre le fait qu'on mette des moyens pour intégrer ceux qui ont vocation à rester là. Mais ça, c'est pas le souci. Quand on est, je vous ai pas interrompu, madame, je termine. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça. Sauf qu'aujourd'hui, dans les flux migratoires économiques, nous n'avons rien réglé. Aujourd'hui, Roger le disait, pourquoi ne pas déterminer une liste de pays sûrs pour lequel, de toute façon, on ne validerait même pas la demande de demandeurs d'asile. Ça, c'est un levier. Si on estime que dans tel ou tel pays, il n'y a aucun risque politique, physique, voilà, pour sa vie, on peut très bien faire une liste de pays, ce qui désengorgerait les services qui, effectivement, pourraient ne pas accepter la demande d'asile de ces pays-là. Après, on a un autre problème, et ça, je veux le dire. Quand un étranger, je finis là parce que c'est un des points très importants des flux migratoires, fait l'objet d'une obligation à quitter le territoire, il y en a 18% qui fera. Pourquoi ? Parce que les pays d'origine ne veulent pas nous donner les laissez-passer consulaires pour qu'ils retournent chez eux. Eh bien, moi, j'estime que si les pays d'origine ne veulent pas reprendre la population qui est censée retourner, mettons en face, nous, des contraintes avec ces pays-là. Remettons en cause un certain nombre de choses pour dire à ces pays, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que quand ils viennent ici, les personnes, et qu'ils ont une obligation à quitter le territoire, ils ne repartent pas. C'est là, et c'est pour ça que je disais que cette loi ne va pas assez loin, qu'elle mette des moyens pour bien intégrer ceux qui sont restés là. Il n'y a pas de souci. Bien entendu. Mais voilà, après, on ne peut pas être comme ça, en disant tout le monde peut venir et tout le monde peut rester. C'est de l'irresponsabilité ce que vous dites. Ben non, c'est de l'irresponsabilité et de l'ignorance. C'est mon point de vue. C'est peut-être pas le vôtre. Madame, vous devriez être contente. On a mis dans la loi la circulaire du 12 décembre, du tri. Vous aurez votre tri. Ah, mais moi, la circulaire ne me gêne pas. La circulaire ne me gêne pas. Non, mais c'est de l'argent public, madame. Vous imaginez... D'ailleurs, vous évaluez le Conseil d'État s'est prononcé. Le Conseil d'État s'est prononcé pour la circulaire Collomb. Est-ce que c'est une question d'argent ? La question des réfugiés, c'est une instrumentalisation politique que vous faites. Vous aussi. Mais qu'est-ce que je fais, moi ? Je défends les réfugiés. Non, mais vous me laissez terminer. Voilà, pour les mêmes raisons. Esther Benbassa, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, mais là, on est dans... Enfin, vous allez faire quoi ? La France a besoin aussi des travailleurs étrangers. Oui, ce n'est pas nouveau, madame. C'est l'argument. Ça a été démontré par des textes sérieux économiquement. Alors, voilà. Alors, vous confondez les problèmes. Rien du tout. Travailleurs étrangers et demandeurs d'asile. C'est pas la même chose. Il y a des mineurs. Hier, il y a eu un procès. Des 20 mineurs
mineurs ont été renvoyés en Italie. Mais nous avons des conventions pour cela. On a bien entendu que ce débat allait déchaîner les passions dans l'hémicycle, y compris peut-être dans la majorité. Des choses comme ça. Monsieur Lecomte, on aura l'occasion quand le texte. Si on vient ici, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance de ce que c'est que la Convention de Genève, ce que vous dites, madame. Mais c'est un constat. C'est de l'ignorance parce que ce n'est pas par rapport à un pays. Les demandes s'examinent de manière individuelle. C'est de l'ignorance, c'est de l'irresponsabilité. Aujourd'hui, avec les moyens de communication modernes, vous ne pouvez pas faire de la France une Corée du Nord. Vous ne pouvez pas faire de la France un pays qui vit en dehors du reste du monde. Je vois bien que nous ne sommes pas en Corée du Nord. Et les immigrés eux-mêmes le savent. C'est un défi pour l'Europe. C'est un défi pour l'opinion publique que d'arriver à être plus résiliente par rapport à un contexte où il y aura de plus en plus. À la Corée du Nord, je pense qu'il y a beaucoup qui apprécieront. En tout cas, c'est pas, vous ne travaillez pas dans le sens de la différenciation, dans la mesure où l'émigration, madame, elles ont, que vous le vouliez ou non, de l'avenir, compte tenu des échanges, compte tenu et il faut par conséquent que nous adaptions l'Europe à cette situation et l'opinion publique, et c'est notre responsabilité en tant que responsable politique, c'est notre responsabilité de travailler à la résilience des opinions publiques, à faire en sorte. J'y suis allée, madame. J'ai pas besoin de ce. S'il vous plaît, on s'écoute sur le plateau. J'avais une dernière question à poser au sénateur Frédéric Marchand. On le voit bien, ce texte, dans la majorité, il y a déjà des voix dissonantes. Tout le monde n'est pas sur la même ligne. Est-ce que vous allez réussir à parler d'une seule voix? Mais c'est normal, on a l'air de s'étonner finalement que les gens aient des points de vue différents. J'ai entendu parler de frondeurs, mais ça c'est l'histoire ancienne. Mais moi je trouve tout à fait normal que les uns et les autres puissent exprimer leur opinion en fonction de leur sensibilité. Je trouve que le mérite premier de ce texte, et on le voit ici autour de la table, par pitié, dépassionnons ce débat et faisons en sorte de donner une autre image de ce qui peut être une chance pour la France. Je rejoins Mme Benbassa sur le sujet. C'est vrai que la France aujourd'hui a besoin de certains talents, mais ne nous racontons pas d'histoire. Aujourd'hui, les choses ne fonctionnent pas. Et il faut redonner un espoir, je le disais, une promesse républicaine à toutes celles et à tous ceux qui vont arriver sur le territoire français. On aura évidemment l'occasion de revenir sur ce débat au moment où il arrivera ici au Sénat. Le chef de l'État a donc livré un long discours sur sa vision de l'avenir de l'agriculture française devant 1000 jeunes agriculteurs à l'Élysée. Avant de partir rejoindre Tam Tranui, présente sur place, je vous propose d'écouter un extrait du discours du chef de l'État. Et notre volonté, c'est bien de donner un avenir à l'agriculture française, et cette volonté, elle ne faiblira pas. Et cet avenir, il ne se construira ni dans la fermeture, ni dans le sacrifice de ce qui nous constitue et du choix de la qualité que nous avons fait, ni aussi dans les fausses promesses ou les faux engagements. Et je ne vous en tiendrai pas. Et on part tout de suite rejoindre Tam Tranui à l'Élysée. Tam, vous avez assisté au discours du chef de l'État et vous êtes actuellement avec un invité qui a entendu ce discours. Effectivement, avec Frédéric Arnoux, qui est le président des jeunes agriculteurs d'Île-de-France, tout simplement. Eh bien, qu'avez-vous pensé du discours du président de la République ? Bah, écoutez, aujourd'hui, déjà quand je suis arrivé, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'en sors avec un côté satisfait, un côté insatisfait, vraiment un avis assez mitigé parce que d'un côté, on entend de la cohérence sur un certain nombre de sujets comme tout l'accompagnement qu'il va mettre en place sur l'investissement, l'innovation, la diversification, ce sur quoi on manque en agriculture. Et d'un autre côté, moi je suis agriculteur en Île-de-France, dans les céréales. Et là, pour le coup, on n'entend jamais, depuis son début de sa mandature, jamais on entend parler de filière céréalière. Et aujourd'hui, on est dans l'expectative. Où est-ce qu'on va, quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se passer de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de 7 milliards d'euros sur la balance commerciale française ? Est-ce qu'on peut se passer de l'image de la baguette à la française, qui est une des valeurs de la gastronomie française ? Il y a une autre inquiétude qu'on a beaucoup entendue, notamment parmi les éleveurs de bœuf, de viande. Ce sont le fait qu'ils ne reculent pas sur le Mercosur. Alors sur le Mercosur, déjà j'aimerais juste rappeler que ça
Du coup, toutes les filières sont concernées, il n'y a pas que la viande bovine. Nous aussi, avec le sucre notamment, on est concernés. Aujourd'hui, je pense que suite aux actions qu'on a pu mener hier notamment sur ce sujet, il a pris des engagements en disant qu'il mettra en place tous les contrôles possibles douaniers sur l'importation et sur le fait de rentrer des produits étrangers sur le sol européen et français. Moi, ce qui m'interpelle, c'est comment on peut mettre ça en action, comment aujourd'hui on peut aller contrôler des produits où on ne sait pas comment ça a été cultivé, on ne sait pas quels produits ont été mis dessus, on ne sait pas dans quelles conditions sociales ça a été fait. Donc, quelle mise en action de tout ça, quoi. Est-ce que vous pensez que ce discours va tout de même améliorer les relations avec les agriculteurs? On sait que certains s'attendent à ce qu'il soit très chahuté lors de sa visite qui s'annonce longue lors du salon de l'agriculture samedi. Le problème, c'est pas que Emmanuel Macron, le problème c'est l'ensemble de la classe politique. Aujourd'hui, on a du mal à faire confiance à nos politiques. On sent bien, et Emmanuel Macron le premier, on voit bien qu'il y a un an, il disait qu'il n'y aurait plus de surtransposition de normes européennes. Et aujourd'hui, l'exemple du glyphosate, dès la première sortie, il nous plante un poignard dans le dos. Donc c'est compliqué de faire confiance aux politiques. Glyphosate avec l'histoire des 3 ans que voulait la France et ça passe à 5 ans finalement pour l'autorisation? Exactement. Et aujourd'hui, pour nous, clairement, on le ressent comme un poignard qu'on nous plante dans le dos. Et comment on peut faire confiance à quelqu'un qui, dès la première occasion, nous plante un poignard dans le dos? Voilà, moi, sur le papier, c'est bien ce qu'il dit. Franchement, c'est bien sur le papier. Mais comment ça se traduit sur nos fermes? Comment ça se mettra en action et sous 4 pas de temps aussi, quoi. Merci beaucoup, Frédéric Arnaud, pour votre réaction. Et on retourne tout de suite dans la cour de l'Élysée, puisqu'après le discours du président de la République, Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, s'exprime. Quotidien et depuis tôt le matin jusque tard dans la nuit. Certains nous ont confié que leurs inquiétudes demeurent, par exemple, sur la question du Mercosur. Mais je crois que sur cette question, le président a été parfaitement clair. Il a rappelé la position française et c'est celle que nous défendons chaque jour. Ça aurait voulu dire qu'on dise non au Mercosur. Vous pensez que c'était absolument pas possible? Mais le président a été clair en rappelant de façon offensive comment on souhaitait défendre nos filières bovines, nos filières viticoles, nos filières animales, nos filières végétales. Et puis aussi sur ce que dans cet accord, dans ce projet d'accord, puisqu'il n'est pas encore signé, il pouvait y avoir aussi des choses intéressantes, notamment sur l'industrie automobile. Et donc autour de ça, il a été très clair dans le rappel de ce que nous défendons auprès de la Commission européenne, avec d'autres pays européens qui sont sur la même ligne que nous. Il n'y avait pas de politique agricole avant Macron? Il y avait une politique agricole, mais peut-être n'était-elle pas une priorité. Aujourd'hui, nous avons choisi d'en faire une priorité parce que l'agriculture, 3 fois par jour, les Françaises et les Français, ils mangent. Ils prennent un repas. Et 3 fois par jour, ils ont la capacité et la possibilité de valoriser notre agriculture française en consommant des produits de qualité. Parce qu'on mange minimum 3 fois par jour, que les Françaises et les Français sont attachés à l'agriculture et à l'alimentation, c'est une priorité pour le président de la République, pour le gouvernement et pour nous. Voilà. Merci à vous. J'ai la réunion sur les négociations commerciales qui nous attend. Voilà pour cette déclaration en direct du ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. Et justement, à 2 jours de l'ouverture du salon, on va revenir sur le discours d'Emmanuel Macron devant les 1000 jeunes agriculteurs reçus à l'Élysée. Le chef de l'État leur a assuré que le secteur est au cœur de son projet pour la France, mais qu'il devra évoluer. Héloïse Grégoire. Je ne suis pas là pour plaire, mais pour faire. Ce sont les mots du chef de l'État qui s'est exprimé ce midi devant 1 millier de jeunes agriculteurs reçus à l'Élysée. Un discours ferme, offensif à 48 heures de l'inauguration du Salon de l'agriculture. Alors que plusieurs mobilisations du monde agricole ont eu lieu notamment contre la carte des zones défavorisées, Emmanuel Macron a donc tenté de rassurer les agriculteurs. J'ai placé l'agriculture au cœur de l'action gouvernementale. Rappelez-vous les quinquennats précédents et dites-moi si vous avez eu des états généraux de l'alimentation aussi rapidement et des lois qui aillent vers une protection du juste prix payé par les exploitants agricoles. Je vous le demande très sincèrement. Moi, je ne m'en souviens pas. Et ce ne sont pas des promesses. C'est un travail collectif, engagé dès l'été, où je me suis personnellement engagé et qui va déboucher sur un texte législatif au printemps, comme je m'y étais engagé. Plusieurs sujets épineux ont été mis sur la table, notamment la question du Mercosur, ce projet de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud qui inquiète une grande partie du secteur agricole.
Le chef de l'État a voulu mettre un terme à de nombreuses contre-vérités en rappelant ses engagements. Et c'est ma volonté d'appliquer ce sur quoi je me suis engagé, et vous avez noté que quand je m'engageais, je faisais, d'avoir une vraie Europe qui protège l'alimentation, nos conditions sanitaires et environnementales. Et les ministres ici l'ont défendu dans les forums où ils représentent le pays. Emmanuel Macron a également annoncé un dispositif d'1 milliard d'euros de prêts garantis pour les jeunes agriculteurs. Le chef de l'État a tenté de déminer le terrain avant sa visite au Salon de l'agriculture samedi prochain, qui s'annonce sous haute tension. L'agriculture française et son avenir, c'est l'objet de notre premier débat de Sénat 360. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Jean-Claude Tissot, bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de la Loire. Daniel Grémillet, sénateur Les Républicains des Vosges. Bonjour. Christophe Robin, producteur de céréales, éleveur de volailles et membre des jeunes agriculteurs, ceux à qui était destiné ce discours d'Emmanuel Macron. Et enfin, Olivier Allemand, journaliste spécialisé agriculture et territoire. Bonjour messieurs. Alors, vous avez écouté le discours d'Emmanuel Macron. Christophe Robin, ce discours, il vous était destiné. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Écoutez, j'ai le sentiment que M. Macron maîtrise toujours aussi bien sa communication. Donc, a priori, il aborde les sujets que l'on attendait et il répond à nos attentes. Maintenant, on va voir comment ça va se mettre en application et comment ça va se dérouler, avec quand même des inquiétudes sur les parties écologiques notamment. Va falloir que ce soit éclairci dans les jours à venir, quoi. Jean-Claude Tissot, on a entendu un long discours, plus long qu'attendu. Il a développé sa vision de la politique agricole. Est-ce que vous avez été convaincu par les annonces du chef de l'État ? Non, je rejoins mon voisin qui dit il maîtrise bien la communication, en effet. Et je reprendrai juste ces termes quand il dit « je ne suis pas là pour plaire, mais pour faire ». Mais on attend qu'il fasse. Parce qu'aujourd'hui, même au lendemain des EGA, les actions des États généraux de l'alimentation, on attend encore le résultat de ces États généraux. Moi, ce que j'attends, et ce qu'on constate, ce sont les actions prises déjà par le gouvernement et les répercussions qu'on a sur nos fermes, sur les fermes de la France. Et aujourd'hui, les actions prises sont plutôt inquiétantes. Daniel Grémillet, même inquiétude partagée ? C'est pas d'inquiétude. Je crois que quand le président explique tout simplement que c'est la première fois que le gouvernement et que le président de la République organisent des États généraux, il a une mémoire courte parce que moi-même étant acteur de l'agriculture depuis un certain nombre d'années, m'étant installé à l'âge de 24 ans, j'ai connu les assises du développement. C'est au moins la 5e fois qu'un gouvernement prend cette initiative. Mon propos n'est pas de reprocher, mon propos c'est de faire. Effectivement, il y a aujourd'hui une belle page de communication, mais on est devant des rendez-vous. Le rendez-vous, c'est cette semaine, à la fin de cette semaine, quelle va être la position de la France qui a toujours été en pointe sur le budget de l'Europe, sur la volonté et l'ambition européenne. Le deuxième sujet qui est aussi d'actualité, c'est les négociations avec le Mercosur. On a eu hier le débat au Sénat sur les accords bilatéraux entre l'Europe, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. C'est des vrais sujets. On ne peut pas d'un côté expliquer aux agriculteurs qu'on va prendre une politique en leur faveur et puis de l'autre côté être en train de négocier et effectivement les mettre dans une situation de distorsion de concurrence. Olivier Allemand, le chef de l'État, il a été assez dur sur ce qui avait été fait avant lui en matière agricole. Le début de son discours, il a dit qu'il y a aussi une part de responsabilité que vous avez, vous, les agriculteurs, vos représentants, les organisations syndicales, les coopératives. Non, mais clairement. Il a voulu effectivement... comme il le fait d'ailleurs souvent sur d'autres sujets, vraiment exprimer une césure avec ce qui se faisait avant avec d'ailleurs les anciens politiques. Il a aussi, là aussi renvoyé les anciens présidents sur leurs choix et sur leurs politiques agricoles, mais aussi effectivement sur les interprofessions, sur les coopératives, qu'il a quand même à un moment donné, il a laissé sous-entendre très très clairement que finalement... le statu quo de la situation les arrangeait, eux, financièrement, en tant que structure de coopérative. Donc derrière, il y a quand même la volonté de réinventer un modèle agricole, de réinventer un modèle qui sécurise le producteur, le transformateur, pour pouvoir être un réel poids
vis-à-vis des distributeurs. Et il parle de réorganisation à tous azimuts. Hein. Il a parlé aussi d'une réorganisation de la SAFER. Dans la SAFER, c'est-à-dire le portage des terres agricoles. Donc là aussi, c'est quand même des choix qui sont très très importants. On va évidemment continuer à débattre de ce sujet, mais avant, on va repasser par la cour de l'Élysée, puisque Tam Tranui, vous avez pu vous entretenir avec les agriculteurs qui ont écouté le chef de l'État. Quelles sont leurs impressions, Tam ? Écoutez, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu des réactions plutôt contrastées dans cette cour à l'issue du discours du président de la République. Un discours dont la tonalité directe a été constatée par la plupart des personnes qui y assistaient, qui a plu à plusieurs agriculteurs à qui nous avons pu parler, qui ont salué son expression franche et son bon diagnostic. C'est le cas de Maxime Guérino, qui est éleveur de volailles. On l'écoute. Le rendez-vous avec M. Macron, très bonne réaction. On voit que c'est quelqu'un qui a eu une bonne analyse de la situation. On voit qu'il y a un problème de filière et qu'il en est conscient. Maintenant, voir un petit peu comment est-ce qu'il va résoudre tous ces problèmes d'acteurs. Entre autres, les gros distributeurs ou les personnes qui gagnent pas mal d'argent autour de nous. Maintenant, voilà. On est content d'avoir une personne comme lui qui a vu ces problèmes-là, quoi. Malgré cela, malgré ce ton très direct et malgré le caractère très accueillant de cette entrevue, Emmanuel Macron n'a pas convaincu tout le monde, notamment sur le fond, sur la question du Mercosur, cet accord de libre-échange qui inquiète beaucoup d'éleveurs, notamment d'éleveurs de bœuf, de viande. Beaucoup d'agriculteurs, on le sait, ont manifesté hier pour dire leur opposition. Et tout à l'heure, on a pu également entendre un éleveur de vaches, un producteur de lait et de fromage qui nous a confié que là-dessus, il n'était pas du tout convaincu. Il nous a réconforté à peu près un peu sur la viande. Nous, ce qui nous inquiétait le plus, et moi personnellement, c'était la qualité de la viande qui allait être importée. Il nous a réconforté en nous disant qu'ils allaient faire attention et puis les consommateurs avaient le choix surtout de faire attention à ne pas acheter cette viande. Et donc voilà, maintenant, on espère. Enfin, certaines autres personnes que nous avons pu interroger ont estimé que le discours d'Emmanuel Macron restait de belles paroles et qu'eux continuent à attendre les actes. Certains nous ont confié leurs difficultés personnelles, nous disant notamment qu'ils avaient pu constater la dégradation de leurs conditions d'une génération à l'autre d'agriculteurs. Écoutez. Tout ce qu'on entend aux infos, tout ce qu'il dit, faut que ça réagisse. Il faut que ça réagisse. Voilà, les coûts de production ont augmenté. On reprend il y a 30 ans. Mes parents exploitaient, ils vendaient de la viande, ils vendaient du lait. Ils vendaient le même prix que cette année, qu'en 2018. 30 ans. Sauf que les coûts de production étaient 5-6 fois moins élevés. Bref, malgré cette opération séduction à l'égard de près de 1000 agriculteurs aujourd'hui, il n'est pas certain qu'Emmanuel Macron ne soit pas chahuté lors de cette visite qui s'annonce longue samedi au Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup, Tam. Olivier Allemand, justement, quel accueil on peut attendre d'Emmanuel Macron ? Il va passer toute la journée, samedi, sur le salon. Il sera là dès 6h45. Oui, dès 6h45. Il a prévu 11h à son agenda. Donc, preuve en est qu'il veut effectivement travailler, en tout cas la proximité avec ce monde agricole-là. Il va commencer d'ailleurs par le hall 4, ce qui est assez spécifique. Ça veut dire qu'il va d'abord commencer par les organisations, notamment les organisations syndicales, les chambres d'agriculture ou les interprofessions, avant d'aller voir les agriculteurs eux-mêmes. Là aussi, c'est un changement par rapport à ses prédécesseurs. Ça veut dire réellement qu'il attend aussi de ces organisations-là qu'elles prennent leur part dans ce vaste chantier de transformation qu'il appelle de ses voeux. Christophe Robin, il y a quand même des annonces qui peut-être vous ont rassuré. 1 milliard supplémentaire de prêts garantis aux jeunes agriculteurs. On sait qu'ils ont du mal à s'installer, à démarrer. Oui, c'est des annonces. Ça peut rassurer la profession. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudra les mettre en place. Il faut voir après dans le temps et comment ça va s'interagir. Mais voilà, on accueillera M. Macron au salon en tout cas. Et quel accueil vous allez lui réserver ? Je pense que... je pensais pas qu'on aurait autant d'annonces aujourd'hui quand même. Voilà, mais je pense que la base elle est toujours aussi inquiète et il va falloir mettre tout ça en œuvre et en musique rapidement. Donc je pense qu'il y aura des attentes fortes au salon. Ouais. Jean-Claude Tissot, justement, il y a eu une vraie
vision agricole d'avenir. Au moins, il a tracé une perspective, le chef de l'État, pour le milieu agricole français. Oui, mais moi, je m'en remets aux actes. Je ne vais pas faire de procès d'intention parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Mais les actions que, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement a pris, et le ministère de l'Agriculture a pris pour l'agriculture française, ne sont pas bons. Aujourd'hui, on a 2 sujets d'actualité. C'est les zones défavorisées. Et il y a plusieurs centaines, voire des milliers de communes de France qui vont être déclassées. Et puis, il y a aussi, pour les territoires d'élevage, les territoires en déprise, les surfaces de pâturage de ligneux. Et ça, d'un coup de trait de plume, ces surfaces-là sont supprimées, elles ne seront plus éligibles à la PAC. Et c'est des vraies catastrophes pour des exploitations. Parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, et tout le monde est d'accord autour de la table pour dire ça, une exploitation agricole, c'est un tanker, c'est un pétrolier. On ne peut pas changer de cap du jour au lendemain, c'est pas un hors-bord. Donc quand on s'installe, et moi j'ai des exploitations en tête, des gens qui m'ont sollicité, l'année dernière, avec une règle du jeu, aujourd'hui la règle du jeu est radicalement changée. Et c'est une perte sèche de plusieurs milliers d'euros pour ces exploitations-là, sachant que, vous connaissez comme moi, le revenu moyen, c'est 300 et quelques euros par mois. Donc, immanquablement, on va au-delà du revenu, au-delà de ce que les exploitations... Voilà, c'est juste des exemples. Après, j'avais interpellé Stéphane Travert durant le PLF à propos du maintien des aides bio. Après, on est d'accord ou pas avec le bio. Mais en attendant, celui qui a construit son projet avec ça, eh ben, il n'a plus cette aide au maintien. Donc, c'est une catastrophe aussi. Donc, c'est pour ça que moi, je veux bien tout écouter. Je ne veux pas faire de procès d'intention. Attendons pour voir. Mais en tout cas, les décisions qui ont été prises jusqu'à aujourd'hui sont une vraie catastrophe pour l'agriculture française. Daniel Grémillier, est-ce qu'on est à un moment charnière? On sait qu'il va y avoir une nouvelle réforme de la PAC également qui inquiète beaucoup les agriculteurs. On revoit la carte des zones défavorisées, on revoit tout ce dispositif d'aide. On est à un moment charnière et c'est peut-être ça l'inquiétude des agriculteurs. Vous avez complètement raison. On est à un moment charnière depuis que l'Europe existe, qui est une belle aventure pour l'agriculture et pour le consommateur, pour le citoyen européen, parce que n'oublions pas que les paysans français et européens ont garanti l'alimentation dans l'assiette de chacun des concitoyens. Et effectivement, c'est la première fois, et 2018, les orientations prises notamment par la Commission, donc la Commission, c'est facile de dire, mais c'est quand même les États qui décident. Donc n'oublions pas le rôle majeur de la France. C'est la première fois qu'effectivement l'Europe se désengage de tous les filets de sécurité. On l'a déjà connu sur l'embargo avec la Russie. Aujourd'hui, on a une situation dans le secteur de l'élevage, sur le secteur de laitier qui va devenir explosive au niveau de l'Europe. Et l'Europe, aujourd'hui, s'est retirée complètement de son rôle d'organisateur de filets de sécurité. Et parallèlement à ça, quand je prends l'exemple de la Nouvelle-Zélande a une feuille de route. Elle affiche clairement, objectif 2025, plus 55% d'exportation de produits laitiers. Quand je prends l'Australie, avec qui on négocie un accord de libre-échange, les coûts, les charges pour un paysan, un éleveur en Nouvelle-Zélande, et au niveau de l'Australie, c'est moins 70% par rapport à l'agriculture française. Donc on ne peut pas d'un côté dire on va être en situation de répondre aux attentes à la fois des citoyens, des consommateurs, et de dire aux agriculteurs de dire on va les rassurer, et puis concrètement de ne pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, dans le texte, sur le premier texte, à l'issue des États généraux de l'alimentation, moi je suis choqué. Alors il y a des points positifs, il faut dire le positif. C'est sur effectivement une nouvelle organisation de relations entre le producteur, le transformateur et le distributeur. Mais on ne parle pas des charges et des contraintes supplémentaires. Il y a 2 articles où on met des charges et des contraintes supplémentaires aux agriculteurs français qui n'ont rien d'européenne. Donc là encore, on trompe quelque part le consommateur. Et bien sûr, on ment quelque part aussi aux agriculteurs français lorsqu'on dit on va vous mettre dans une situation plus favorable. Moi, je partage complètement votre propos sur le soutien à l'agriculture. L'annonce du soutien financier, de la relance de l'investissement chez les jeunes, elle est capitale. Le renouvellement de génération, il est majeur. C'est un enjeu majeur. Donc, il faut les sécuriser. Mais pour les sécuriser, il faut leur donner aussi une lisibilité sur les garanties dans lesquelles ils vont pouvoir évoluer économiquement. Christophe Romain, ce que vous demandez, c'est quoi? C'est un objectif à 2025, 2030 mais enfin, je veux dire, voilà, quand on s'installe, comme vous le disiez tout à l'heure, on veut que ce soit clair, on veut savoir où on va, on investit quand même. Enfin, je veux dire, voilà, les emprunts que j'ai auprès de la banque, c'est pas sur 5 ans, quoi. Enfin, on a un projet d'exploitation, on est comme tout le monde, on veut gagner de l'argent aussi, on a besoin que ce soit clair. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont pas neutres. Il y a cette politique agricole commune qui arrive. On a besoin
besoin qu'elle soit forte, qu'elle soit ambitieuse. C'est la force, c'est notre force, c'est le sujet européen qui a fonctionné jusqu'à présent. Et puis on a besoin que le président prenne des engagements forts par rapport au Mercosur. C'est un non-sens complet par rapport à ce qu'il a pu faire avec les EGA. Donc on ne peut pas dire, voilà, on veut de la qualité des circuits courts, favoriser le français, et puis dire de l'autre côté, oh, bah, venez, on va faire rentrer des produits de Sud-Amérique. Donc, Olivier Allemand, le « en même temps » d'Emmanuel Macron, il ne marche pas forcément auprès des agriculteurs français. Mais en fait, le problème fondamental, il est là. C'est que ce soit sur le Mercosur, sur le zone défavorisée ou même sur le plan loup cette semaine, en fait, ça a semé le doute dans toute la stratégie agricole d'Emmanuel Macron, qui finalement était assez claire dans son principe. Et les 3 premières décisions qui ont été mises sur la table cette semaine vont à l'encontre, en fait, de ce stratégie qu'il a d'ailleurs réaffirmé aujourd'hui. Parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut un cap stratégique filière par filière. Les agriculteurs le demandent, avec des plans de filière consolidés, c'est normal. Il a réaffirmé aujourd'hui qu'il fallait assurer une vraie gestion des risques dans la prochaine PAC, avec une fiscalité agricole qui soit définie. Tout le monde est d'accord. Sauf que les premières mesures qui ont été prises ou qui sont presque en mesure d'être annoncées vont à l'encontre de tout ce plan stratégique-là. Donc forcément, le doute, il s'installe à 2 jours du salon, et c'est pas ce qui est de meilleur augure, en tout cas, pour démarrer ce salon d'agriculture. On peut dire aussi que c'est assez habituel, une mobilisation des agriculteurs à la veille du salon, c'est aussi une manière de mettre la pression sur le gouvernement. Mais bien sûr, c'est stratégique, et puis ça va continuer. C'est-à-dire que hier, il y avait 20 000 agriculteurs en France qui défilaient justement pour déjà mettre la pression. Aujourd'hui, il y a la séquence communication avec les 1000 GIA. Demain, je peux vous annoncer qu'il y a transhumance sur Paris, il y aura des races anciennes qui vont défiler pour aussi mettre la pression. Et puis tout ceci va débuter samedi matin dans une ambiance de rapport de force, mais c'est habituel. Christophe Robin, est-ce que vous vous sentez défendu, bien représenté par vos organisations syndicales? Le chef de l'État, il a dit, ils ont leur part de responsabilité. Est-ce que finalement, elles ne cherchent pas à conserver un précaré? Je pense que les choses ont évolué avec le temps. Il y a eu des sujets qui n'ont pas forcément été abordés comme il faut et comme il se devait. Peut-être que l'État n'a pas anticipé aussi pas tous ces changements qui sont en train d'arriver. Je pense que les syndicats travaillent pour nous. Enfin, je veux dire, on est là. Enfin, on défend le métier, on défend la profession, l'installation. Je pense que c'est un procès d'intention, quoi. Enfin, ouais. Il charge. En tout cas, il faut faire évoluer, évidemment, comme l'évolution de la société le souhaite et le demande aussi. Mais vous évoluez aussi dans vos Mais l'un n'empêche pas l'autre, oui, complètement. Je veux dire, moi, depuis que je me suis installé, j'ai fait rentrer les GPS sur l'exploitation, on travaille avec les drones, on fait plein de choses. Donc, moi, on a toujours su faire évoluer nos systèmes, quoi. Ça me choque pas. Jean-Claude Tissot, comment on peut accompagner ces évolutions dont vient de nous parler Christophe Robin? Évolution technologique, les agriculteurs, ils ont besoin d'être de mieux en mieux formés, de mieux en mieux accompagnés. C'est quoi votre rôle, vous, d'élus, pour accompagner cette transition? Notre rôle d'élu, d'abord de parlementaire, c'est de contrôler le gouvernement, justement, et de dénoncer quand ça ne va pas et de dire quand ça va bien. Entre autres, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il ne faut pas perdre de temps avec des annonces, des effets d'annonce, parce qu'on n'a plus le temps. Vraiment, la politique agricole va changer sous 1 an. Donc il faut vraiment qu'on se serre les coudes et qu'on arrive à travailler ensemble pour vraiment que la France arrive à tirer son épingle du jeu. Après, de quelle manière on peut les accompagner? Comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a aussi un rôle d'élu local, c'est-à-dire de quelle manière on s'organise pour que le territoire soit irrigué d'agriculteurs. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un agriculteur, un actif, c'est 7 emplois à Mont-Aval. Et aujourd'hui, quand on voit les dizaines de milliers d'exploitations agricoles qui disparaissent chaque année, je vous y laisse compter le plan social que ça représente. Donc voilà, notre rôle à nous, c'est de donner les outils pour que les gens puissent vivre sur nos territoires. Parce qu'un agriculteur, comme je le disais, c'est aussi une école, c'est aussi un commerce, c'est aussi une coopérative qui vit. Donc voilà, nous, notre rôle d'élu national, c'est ça. C'est de comment on s'organise pour que, on puisse après conserver toutes ces exploitations agricoles, quelle que soit leur taille d'ailleurs. Daniel Grémillet, sur cet aspect, ces agriculteurs, acteurs essentiels des territoires. Ici, on est au Sénat, la Chambre des territoires. Vous êtes leur défenseur? Complètement. Je crois qu'il y a une chose essentielle dans notre pays et c'est une chance de la France. Et effectivement, on est à nouveau devant une page qui va se tourner, devant un nouveau chapitre qui va s'écrire. Et la France a une chance, et notamment avec l'évolution du changement climatique. Il faut qu'on soit audacieux. Je reprends encore l'exemple, parce que hier, pour la première fois, il s'est passé quelque chose de très important au Sénat. Pour la première fois,
les parlementaires au Sénat ont débattu, avant que l'Europe n'ait donné son accord, sur l'état de la négociation entre l'Europe et la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ça n'est jamais arrivé. Donc ça veut dire que de la part des pouvoirs publics et notamment du gouvernement, du président de la République, il y a une responsabilité, parce qu'il va falloir bien prendre en compte les votes, et notamment la quasi-unanimité qui s'est exprimée hier au Sénat sur les conditions dans lesquelles on acceptera ou pas les échanges. En clair, on dit il y a des exigences françaises, il y a des exigences européennes en termes de normes, eh bien on va exiger que les produits qui viendront de l'extérieur obéissent aux mêmes règles, sinon c'est pas possible. Et puis le deuxième point, je voudrais souligner par rapport au rôle du Sénat, effectivement, nos territoires. Nos territoires et l'agriculture fait partie de ces secteurs d'activité qui sont l'élément, le poumon de l'activité, pas uniquement agricole et agroalimentaire, mais artisanale, tout ce qui se déroule derrière. Et je partage complètement le propos sur l'activité dans nos territoires, elle est stratégique. Et chaque fois qu'on maintient, chaque fois qu'un jeune s'installe, chaque fois qu'un agriculteur investit, c'est autant de raisons supplémentaires de prise en charge, non pas par la collectivité du coût de l'aménagement du territoire, mais par les acteurs du territoire, de cette diversité, de cette richesse. Donc il ne faut pas être dans la désespérance, il faut être dans l'envie, il faut être dans une ambition pour la France, une ambition pour l'Europe sur la politique agricole. Or, aujourd'hui, l'ambition, elle n'est pas clairement affichée. Moi, je prends l'exemple des États généraux que j'ai suivis sur leurs conclusions. Quand, entre le discours de Rungis du président de la République et le discours sur l'Europe de la Sorbonne du président de la République, il y a quand même des choses qui ne vont pas ensemble. Donc moi j'attends de connaître effectivement cette lisibilité, parce que l'agriculture et nos territoires, ils ont surtout besoin de stabilité, de savoir où on va et effectivement d'avoir une certaine durabilité pour permettre à des jeunes qui ont envie de s'engager, et parce qu'on a quand même une belle chance au niveau de l'agriculture pour notre balance commerciale. Olivier Allemand, on entend de la part de l'opposition une petite musique, les territoires seraient maltraités, on a parlé cette semaine des gares, des écoles rurales. Le président, il doit donner des gages, là, au Salon de l'Agriculture, à ces territoires ruraux. Ah non, mais clairement. Et puis, il y avait aussi la fronde, avant le congrès des maires, justement, aussi des élus ruraux qui se sentaient complètement déconsidérés. En fait, la France des territoires a besoin de considération. Et tout ce qui ira dans le sens de considération, de cette considération-là, ira dans le bon sens. Et ça doit effectivement se transmettre par effectivement un certain nombre de choix d'investissement, parce que ces territoires en ont besoin. C'est vrai en agriculture, c'est vrai aussi au niveau des moyens de transport. Et il n'y a que par ce biais-là, en tout cas, qu'on pourra avoir une France à une et une seule vitesse et pas à deux. Voilà. Christophe Robin, ce discours, c'est un discours des politiques. Est-ce que vous ressentez ça, finalement, des territoires qui sont délaissés au profit des villes C'est non, ça fait. On se sent écouté, on se sent entouré, ça fait plaisir. Je pense qu'on a tout à gagner. Enfin, je veux dire, on a une diversité telle en France et dans toutes nos régions que on a nécessité de faire ce qu'il faut pour la maintenir. On a besoin d'outils de production, on a besoin d'abattoirs, on a besoin de laiteries. Enfin voilà, si on veut vraiment mettre en place des outils de production et de proximité, faire du local, du circuit court, il faut qu'on aille dans ces outils-là. Ouais. Jean-Claude Tissot, justement, on a entendu les circuits courts, tout ça. Il va falloir aussi diversifier chez les agriculteurs. C'est plus le modèle d'avant, une seule production. Il faut changer un petit peu de logiciel. Oui, mais justement, il y a une dynamique qui avait été enclenchée avec le gouvernement précédent, avec l'agroécologie que Stéphane Le Foll avait, sur lequel on avait beaucoup insisté là-dessus. Et c'est dommage que... alors je ne sais pas avec quel logiciel il fonctionne, Stéphane Travert, parce que moi je l'avais interpellé à plusieurs reprises. La majoration, par exemple, des 50 premiers hectares, bon, ben, paf, à la poubelle. Donc... on ne peut pas irriguer un territoire si on n'a pas de l'activité. Et sur nos territoires ruraux, principalement, c'est aussi une activité agricole. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a urgence pour vraiment prendre des bonnes décisions. Aujourd'hui, cette semaine, on a eu la carte des voies ferrées. C'est une vraie catastrophe pour nos territoires ruraux. Donc, comment on s'organise? Mais il faut faire attention aussi à ne pas opposer les territoires ruraux et les territoires urbains. Parce qu'on travaille aussi ensemble, on vit ensemble. Daniel Grémillet, opposer les territoires ruraux aux territoires urbains, c'est la stratégie de Laurent Wauquiez, votre chef de parti, aux Républicains. Vous êtes d'accord avec ça?
Ah non, je pense que jamais, d'abord, la France, elle a des racines rurales, donc ne les oublions pas, mais n'opposons pas la ruralité avec une forme d'urbanisation qui aujourd'hui continue de progresser. Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a notre pays, il y a l'Europe, il y a un beau projet européen, et n'oublions pas qu'il y a une alerte, il y a un petit clignotant, il y a un carton jaune qui a été distribué avec le Brexit. Sur l'Europe. On est devant un rendez-vous. Et le rendez-vous, il y a des élections européennes bientôt. Le débat sur la politique agricole commune, qui devait normalement se conclure après les élections européennes, va être avant. Donc on voit bien une certaine précipitation. Et aujourd'hui, l'enjeu, il n'est pas de diviser, l'enjeu, il est de rassembler. Mais effectivement, on peut avoir l'impression que sur un certain nombre de choix politiques d'aménagement du territoire, y compris en termes économiques, qu'on a l'impression qu'en dehors des métropoles, il n'y a plus de France. Or, c'est pas ça. La France, c'est une toile d'araignée avec une répartition de complémentarité entre le petit village, le département, la région et les métropoles.